Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours plus nombreux. Croissance de l'écoute digitale en décembre, plus 62%, meilleure progression des 20 premières radios. Merci encore. Les Français veulent savoir, parlons vrai. Ce matin avec Manuel Valls, ancien Premier ministre. Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Conférence de presse du président de la République ce soir 20h15, retransmise par plusieurs chaînes de télévision en direct sur Sud Radio. Un format inédit, 3 ans de mandat encore. À quoi doivent servir ces 3 ans de mandat, Manuel Valls ? D'abord, moi j'attends de la conférence de presse de ce soir, de la part du président de la République, qu'il définisse le cap. Après les quelques semaines que nous venons de connaître, et surtout, au fond, que le quinquennat commence véritablement. Parce que le président de la République, après sa victoire et sa réélection en 2022, n'a pas été capable, me semble-t-il, de donner le sens, le cap que le pays attend. Et donc, j'ai le sentiment que le changement de gouvernement, la conférence de presse de ce soir, à ses yeux, doivent servir à définir le cap, à redresser le pays, et pour répondre à votre question, à répondre aux attentes des Français en matière d'ordre et de pouvoir d'achat. Oui, préoccupation principale des Français, pouvoir d'achat et ordre, autorité. La autorité, on manque d'autorité. Oui, sans doute. Moi, j'ai toujours considéré depuis longtemps que l'autorité était une valeur républicaine, une valeur de gauche, même si elle pouvait être contestée au sein de mon camp. Vous avez sans aucun doute autour des questions de sécurité, de la violence qui augmente, la violence notamment sur les personnes, les homicides, les tentatives d'homicide qui sont à un niveau que nous n'avions pas connu depuis quelques années, les problèmes liés au trafic de drogue, qui sont des sujets à la fois nationaux mais au fond globaux, mondiaux, les sujets d'immigration, le défi que nous pose l'islamisme, le djihadisme, le terrorisme, et donc ce qui préoccupe évidemment les Français et autour de ce qu'on pourrait appeler la cohésion nationale, et puis tous les sujets liés évidemment au sentiment de déclassement d'une partie de ce qu'on appelle proprement les classes moyennes, les problèmes de pouvoir d'achat, de vie chère. J'énumère des sujets, évidemment, ce que les Français attendent. Oui, répondre aux questions que se posent les Français. Et c'est les Français qui ont l'impression de travailler presque pour rien. Je veux dire, il y a toute une marge de Français qui travaillent, qui gagnent correctement leur vie, mais qui, à la fin du mois, ont l'impression de ne plus rien avoir. Oui, et ce sentiment, il a grandi ces derniers mois, d'abord à cause de l'inflation, de la part de l'inflation, notamment sur des produits de base, et puis aussi sur le logement, qui est, me semble-t-il, le grand sujet masqué, dont on n'entend pas parler. Pour le moment, il n'est même pas présent parmi les intitulés des ministres du gouvernement. J'imagine que ça viendra dans les jours prochains. Logement qui subit une crise très importante, avec une part évidemment croissante du logement dans le pouvoir d'achat des Français, loyer ou prêts, avec des taux d'intérêt qui sont prohibitifs, y compris pour des jeunes ménages pour acheter des appartements, des maisons, des logements, et puis une crise dans le secteur les professionnels alertent d'ailleurs sur cette crise depuis des mois, et je ne vois pas d'ailleurs de mesures qui permettent à ce secteur qui emploie beaucoup de monde à travers le BTP dans notre pays, je ne vois pas de mesures qui permettraient au secteur de faire face à la crise. Nous avons parlé du Proche-Orient, nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé de Donald Trump qui a remporté le caucus de l'Iowa, mais nouveau Premier ministre jeune en France, déjà une polémique provoquée par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. A-t-elle menti? Surtout, pourquoi n'a-t-elle pas assumé ses choix, mettre ses enfants dans un établissement privé sous contrat? L'opposition demande sa démission, demande justifiée. Doit-elle partir? Non. Écoutez, parce que j'ai été ministre, Premier ministre, parce que j'ai pris un peu de recul, évidemment, par rapport à la vie politique, j'avoue que je le ferai. Parce que je suis poli avec vous, j'ai pas envie de commenter les polémiques quotidiennes. Si vous me permettez, au fond, j'évoquais le cap il y a un instant que doit donner le président de la République. Pourquoi il doit donner un cap? Parce que sinon, le risque, c'est de passer en même temps que nous avons connu depuis quelques années au gouvernement du nulle part. Ce que les Français attendent, c'est une direction, et nous l'avons dit, ce sont des réponses. C'est pas uniquement de la communication et des coups politiques. Mais du visage. Rachida Dati, c'est un coup politique. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Il fallait
un changement de Premier ministre. Oui. Et de ce point de vue-là, l'arrivée de Gabriel Attal est plutôt une bonne nouvelle, de mon point de vue, parce que d'abord, il est populaire, il est jeune, c'est très bien, mais il est surtout très politique. C'est-à-dire, je crois que d'ailleurs, on peut dire que c'est même un changement peut-être de la part, je le croyais ainsi peut-être, il y a quelques jours encore, de la part d'Emmanuel Macron, parce que c'est un choix politique. On privilégie un Premier ministre qui sait faire de la politique. Et donc j'ai été satisfait de sa nomination et de cette carte choisie par le président de la République. Mais je suis quand même un peu inquiet après la constitution du gouvernement, parce que j'y vois trop de communication et j'y vois trop de coups politiques. Et il faut sortir de cette phase de communication pour rentrer surtout dans les réponses indispensables vis-à-vis des Français. Vous êtes toujours en soutien à Emmanuel Macron? Vous soutenez toujours Emmanuel Macron? Mais c'est difficile de ne pas soutenir le président de la République dans ce moment difficile, dans ce monde troublé, dans une Europe qui fait face à des défis considérables, et avec un pays qui est marqué par une crise politique, civique, morale, par des fractures, des divisions et surtout des inégalités. Parce que ce qui me frappe, ce sont d'abord les inégalités sociales et territoriales. Donc moi, je veux le succès du président de la République et de son gouvernement comme patriote. Après, ça ne m'interdit pas de critiquer. Je vous réponds par exemple sur Rachida Dati. Ce n'est pas sa personnalité qui est en cause. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les commentaires classistes sur sa personne d'une partie de l'intelligentsia ou de l'entre-soi. Ça ne m'intéresse pas. Elle a du talent et de l'énergie. On peut le résumer ainsi. Mais j'ai le sentiment que le président de la République a succombé à l'idée d'un coup politique. Et au fond, à travers sa nomination, il a succombé à trois provocations. La première, c'est vis-à-vis de la droite, des Républicains. Moi, je crois plutôt aux coalitions, je crois plutôt aux accords, pas à la destruction de l'adversaire ou du concurrent. Et on sent bien que c'est un coup politique pour leur faire mal. C'est une provocation, sans doute, vis-à-vis de la justice. Évidemment, la présomption d'innocence est importante. Enfin, elle est quand même mise en examen pour corruption. Bon, donc sa nomination, en tout cas, interroge. On verra ce que dira la justice. Et à partir de là, c'est quand même une provocation vis-à-vis du ministère du monde de la culture. Donc à elle de faire ses preuves. Elle a le talent pour convaincre et pour séduire. Donc vous voyez, la politique, et notamment au moment de la constitution d'un gouvernement, ça ne peut pas être que des coups et que de la com. Il faut de l'action et la redéfinition d'un cap. Alors vous parliez de la situation sociale, économique du pays. Il y a une autre inquiétude, c'est l'inquiétude démographique. Les chiffres vont tomber, la natalité est en baisse en France, on est encore au-dessus de ce qui se passe en Italie ou en Espagne par exemple, mais la natalité baisse. Est-ce que la France va avoir besoin d'une forte immigration ? Je pense d'abord, et moi j'y prends ma part, que nous devons tous réfléchir sur... Alors ce sont des phénomènes très lourds en Occident, on pourrait rajouter d'ailleurs le Japon si on sort de l'Europe, mais quelles sont les politiques de natalité et familiale qui permettraient de retrouver un solde positif, en tout cas une dynamique dans ce domaine-là. Et ce sont des politiques de long cours, peut-être y compris des choix que nous avons faits, nous, quand nous étions au pouvoir, sur... prestations sociales, sur les allocations familiales, sur le soutien à la natalité, ne sont pas allés dans le bon sens. En tout cas, je pense qu'il faut remettre à plat, et nous avons besoin d'une véritable politique de natalité et en faveur de la famille. Ça n'est pas évident à faire, mais c'est le premier choix. Deuxièmement, l'idée que pour régler nos problèmes démographiques, il faudrait faire appel à l'immigration, je crains que ça ne passe pas véritablement dans l'opinion. Que nous ayons besoin de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs, c'est une évidence. Vous êtes très prudent sur la question, très prudent. Moi, je suis favorable à un changement. Je suis venu vous le dire ici, et je plaide déjà depuis quelques années, pas seulement depuis quelques semaines, pour un changement, une rupture en matière de politique migratoire. Au fond, parce que depuis 40 ans, quels que soient les gouvernements et les majorités, nous menons, au-delà des coups de menton et des discours, à peu près les mêmes politiques en matière d'immigration. Donc je suis pour un arrêt
des politiques de migration, d'immigration. Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin, tant que cela, d'une immigration du travail. Dans un certain nombre de secteurs, c'est évident. C'est pour ça que je suis favorable aux quotas, et j'espère que le Conseil constitutionnel approuvera cette mesure qui est dans la loi qui a été adoptée par le Parlement il y a quelques semaines. Sinon, il faudrait réviser la Constitution. Je suis aussi pour une restriction de toutes les politiques liées au regroupement familial. Et je suis évidemment favorable, surtout avant tout, à ce que cette politique-là soit menée au niveau européen et au niveau notamment de nos frontières du Sud. Donc je suis pour une immigration choisie, et j'assume ce mot, il était de Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, choisissons notre immigration pour un certain nombre de secteurs, mais dire aux Français et aux Européens, nous allons faire venir une immigration, d'où, parce qu'il y a des peurs dans notre pays. Le rejet de l'immigration, souvent, les Français, ils ont du bon sens. Ils sont contre l'immigration non contrôlée, mais ils savent que dans un certain nombre de secteurs, le logement, le bâtiment, les services à la personne, on a besoin de main-d'œuvre étrangère. Mais il y a aussi une peur vis-à-vis de l'islam, de l'islamisme. Donc il faut intégrer ces peurs, ces attentes, ces angoisses de la part de nos compatriotes et être très sérieux sur ce sujet-là et faire en sorte qu'il y ait le maximum d'unité nationale, parce que les Français, à une très large majorité, approuvent ce que je suis en train de dire, pour permettre d'avancer aussi sur ce sujet. Alors l'immigration, qui sera l'un des sujets de la campagne américaine, évidemment. Première large victoire pour Donald Trump. Trump, président, c'est une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour les États-Unis, le monde, l'Europe. D'abord, nous verrons, il reste encore quelques mois. Oui. Mais pardon de cette évidence. Vous la connaissez parfaitement, ce sont les Américains qui choisissent. Nous avons, nous, tendance à voter pour Barack Obama ou à rejeter Donald Trump. Ce sont les Américains qui choisiront. Attendons la prochaine primaire, pas spécialiste de l'Amérique, du New Hampshire, et y compris le score de Nikki Haley, qui apparaît comme qui apparaît en tout cas comme pouvant challenger Donald Trump, mais qui semble être incontestablement le favori face à un Joe Biden qui a mené une politique économique et diplomatique. Deux octogénaires ou presque. Trump a 77 ans, il aura 78 ans lors de la présidentielle. Joe Biden aura dépassé, il a 81 ans, il aura dépassé. Il n'apparaît pas très en forme. Il n'apparaît pas très en forme. La première puissance mondiale voit s'affronter pour la présidentielle américaine deux hommes qui ont 80 ans. Voilà. Alors comme vous et moi, nous ne votons pas comme tous nos compatriotes. C'est vrai. À quelques exceptions près aux États-Unis. L'Europe et donc la France doivent se préparer à cette hypothèse. Qui pourrait représenter en effet des bouleversements. Si on en croit les déclarations qui sont celles de Donald Trump, ou ce qu'il avait dit quand il était président, notamment concernant l'avenir de l'Alliance Atlantique, la protection de l'Amérique sur l'Europe à travers l'Alliance Atlantique, ou sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc il faut se préparer à cette hypothèse qui n'est pas qu'une hypothèse, qui est une hypothèse de travail et qui pourrait sérieuse. être le retour de Trump au pouvoir, ce retour dévastateur pour l'Europe, l'Ukraine, le Proche-Orient, Taïwan, l'OTAN. Enfin, nous verrons. Je ne veux pas faire parce que nous voyons bien qu'avec lui, on ne sait pas. Il n'y a pas forcément une direction très claire. Donc, il faut se préparer, notamment pour ce qui concerne l'Ukraine. Mais je devance peut-être votre question. Il faut un plan B. Je crois que je vous l'avais dit ici, parce que j'étais à Kiev au mois de septembre, à l'occasion d'une conférence sur place. Les Ukrainiens nous demandaient à la fois du soutien et réfléchissaient avec des spécialistes français, britanniques, américains, réfléchissaient à, si Trump gagne, si l'aide américaine vient à faire défaut, comment faisons-nous ? Et la victoire électorale de Donald Trump ne peut pas être une victoire politique et militaire pour Vladimir Poutine. Ça serait pour nous quelque chose de terrible. Donc, est-ce que vous partagez... C'est l'heure de vérité pour l'Europe. Et donc pour la France, sur le sujet ukrainien. C'est l'heure de vérité. Nous sommes dans un moment particulièrement grave. J'imagine que le chef de l'État abordera ce sujet ce soir lors de cette conférence de presse. Et évidemment, est-ce que vous êtes comme Emmanuel Todd qui dit que nous vivons la fin de l'Occident ? Non. Vous avez pris connaissance de son dernier livre. En tout cas, j'ai lu ses entretiens, je n'ai pas lu son... La défaite de l'Occident. Il annonce la défaite de l'Occident. Le monde a
changé le plan géopolitique, économique, démographique, avec l'émergence déjà depuis quelques années de la Chine et de l'Inde, mais aussi du continent africain. Le monde se bouleverse. Donc notre problème, et surtout pour un responsable politique, c'est de ne pas commenter uniquement ces évolutions. Il faut qu'il les intègre, mais de faire en sorte quelles sont les réponses de l'Europe d'abord, de ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident, c'est aussi bien les États-Unis, mais ce sont aussi nos alliés comme le Japon ou l'Australie, mais c'est également la prise en compte d'un grand pays comme l'Inde, qui a des positions parfois différentes, mais notamment qui soutient Israël aujourd'hui. Donc c'est d'intégrer ces éléments, et moi je pense que nos valeurs, alors ça, je ne suis pas en accord là, ni avec Todd, ni avec Védrine sur ces sujets-là. Nos valeurs, c'est-à-dire le respect de l'être humain, la séparation des pouvoirs, le respect de l'état de droit, et donc la démocratie libérale, la liberté, sont des valeurs qui méritent d'être défendues encore. Et c'est ce qui se joue aussi bien au Proche-Orient, et c'est ce qui se joue évidemment en Ukraine. Donc il faut aider, soutenir les Ukrainiens, et comme l'ont fait les Britanniques, j'imagine que, je l'espère, lors d'un prochain déplacement du président de la République à Kiev, il aura l'occasion de dire à la fois le soutien des Européens et de la France sur le plan économique et militaire à l'Ukraine. L'Ukraine doit gagner, c'est-à-dire doit résister face à la Russie. Et je crois que c'est possible. Donc moi, je ne me donne pas comme battu sur les valeurs qui sont celles de l'Occident, mais qui me semblent être des valeurs universelle. Le Proche-Orient, 102 jours de conflit entre Israël et le Hamas. Cesser le feu humanitaire immédiat, demande Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il y a encore des otages, on le sait. On les oublie parfois, dont 3 otages français aux mains du Hamas. Analyse par satellite, entre 138 000 et 172 000 bâtiments endommagés ou détruits à Gaza. À quoi servent les bombardements israéliens ? C'est une guerre, donc c'est épouvantable. C'est très difficile. Et il y a évidemment des victimes civiles. Mais Israël, après ce qui s'est passé le 7 octobre, ces massacres effrayants, ces otages, vous venez de le rappeler, beaucoup de victimes parmi nos compatriotes, encore retenus aujourd'hui pour certains, à Gaza, Israël ne peut pas vivre avec une organisation terroriste qui veut sa fin, qui veut liquider la présence juive sur la terre d'Israël. Ils ne peuvent pas, il faut le comprendre. Tout autre pays aurait réagi de la même manière. Israël ne peut pas vivre à Gaza avec une organisation qui prône la disparition des Juifs au Proche-Orient. Et donc Israël a le droit, le devoir même de tout faire pour en finir avec l'appareil militaire du Hamas. Que répondez-vous, Manuel Valls, à Dominique de Villepin qui dit, je le cite, « L'objectif poursuivi par Israël est un objectif sans fin. Il n'a de sens que pour le gouvernement Netanyahou qui veut se survivre à lui-même et éviter d'avoir des comptes à rendre. » Moi, je n'ai aucune sympathie particulière pour M. Netanyahou. Et je pense que dans les solutions dans les solutions politiques qu'il faudra trouver, il y a à la fois la disparition, je ne mets pas ça au même niveau bien évidemment, il y a à la fois la disparition militaire du Hamas, une autorité palestinienne régénérée qui puisse gérer et la Cisjordanie et gouverner Gaza sous un parapluie. Avec un peuple palestinien à Gaza. Avec les Palestiniens, évidemment, à Gaza. Pas de remigration. Sans présence juive à Gaza, chez Sharon, qui avait d'ailleurs mis fin aux implantations, aux colonies, il y a déjà près de 20 ans à Gaza. Avec un parapluie de soutien international avec des pays de la région, l'Égypte, les pays du Golfe, la Jordanie, et aussi, évidemment, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et là, de ce point de vue-là, la France peut jouer son rôle. Et évidemment, des changements politiques en Israël. Mais c'est là où Dominique de Villepin se trompe une nouvelle fois, sur l'objectif politique et militaire de mettre fin à cette présence terroriste, génocidaire à Gaza. Les Israéliens et la plupart des leaders politiques, y compris parmi les opposants de Netanyahou, sont d'accord. Évidemment, il faut penser au jour d'après, les solutions que je viens d'esquisser,
pas faciles à mettre en œuvre, mais elles sont indispensables. Ces solutions politiques sont partagées par des leaders israéliens, le ministre de la Défense, le leader de l'opposition qui est aujourd'hui dans le gouvernement d'Union nationale, Benny Gantz. Je veux dire, vous avez là des gens en Israël qui sont capables de penser aussi des solutions politiques. Alors la semaine dernière, l'Afrique du Sud a accusé Israël devant la Cour internationale de l'Haye, accusation de génocide sur les Palestiniens de Gaza. J'ai lu votre tribune dans l'Express. Jean-Luc Mélenchon et Jérémy Corbyn étaient là-bas. Là-bas, est-ce qu'ils s'égarent ? Ils étaient là-bas à La Haye. Est-ce qu'ils s'égarent ? Et est-ce qu'ils font preuve finalement d'un antisémitisme non avoué qu'ils ne disent pas clairement, mais qu'ils pensent? Oui, d'abord, l'initiative de l'Afrique du Sud, du gouvernement sud-africain, est insupportable, parce qu'elle est basée sur un mensonge, sur le fait qu'Israël aurait pour objectif de détruire le peuple palestinien. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de 2 millions d'Israéliens arabes qui vivent en Israël avec les mêmes droits que les Israéliens. Mais ça n'est pas le sujet. On peut critiquer, évidemment, l'action de Tsahal, de l'armée israélienne, et les objectifs du gouvernement. Vous venez de le rappeler à travers votre questionnement. Mais il y a toujours cette idée, depuis une fameuse conférence qui avait lieu d'ailleurs en Afrique du Sud, à Durban, il y a 20 ans, de nazifier Israël. Israël, au fond, c'est la même chose que les nazis. Donc du coup, parler de la Shoah, parler de l'Holocauste, parler de l'extermination de Juifs, tout ça, ça n'a plus beaucoup d'importance. Pensez que Mélenchon pense cela ? Je ne sais pas, mais en tout cas, que l'Afrique du Sud est comme témoin de moralité. Monsieur Corbyn, l'ancien leader du Parti travailliste britannique, expulsé pour antisémitisme, et monsieur Jean-Luc Mélenchon, dont je considère que les propos sont antisémites, et que l'antisionisme aujourd'hui, c'est de l'antisémitisme, parce que c'est tout simplement la volonté de voir détruire l'État d'Israël. Ça en dit long sur cette initiative. Et moi, j'ai écouté attentivement les arguments sud-africains. Ils étaient, pardon du propos, ils étaient minables. Je me réjouis, par exemple, qu'un grand pays comme l'Allemagne soit aux côtés d'Israël pour dénoncer cette initiative. Et j'attends un message plus clair de la France, de notre diplomatie, pour dénoncer cette initiative sud-africaine. Pourquoi le message de la France n'est pas suffisamment clair pour vous, Manuel Valls? Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron? Il sera interrogé ce soir. De la clarté. Justement, je boucle la boucle. Il sera interrogé ce soir sur le Proche-Orient. J'attends de la clarté, je me suis déjà exprimé là-dessus. Oui. De la clarté, moi je évidemment... Plus de clarté. Oui, je ne doute pas du soutien de la France à Israël. Je comprends tout à fait que la France... Vous ne doutez pas du soutien, mais vous doutez de la volonté du président de la République? Je comprends que la diplomatie française... un soutien plus fort. Oui, parce qu'on est passé de la nécessité d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas à la demande d'un cessez-le-feu. Autant des pauses humanitaires sont nécessaires, bien évidemment, mais un cessez-le-feu qui signifierait une victoire politique et militaire pour le Hamas. Donc moi, je m'y retrouve pas. Je ne vois pas de la clarté. J'aimerais aussi qu'il clarifie... Nous ne l'avons pas évoqué, mais dans ce panorama évidemment inquiétant de l'état du monde, sur ce qui se passe sur la mer Rouge, face à ces chiites yéménites qui essaient de mettre en cause le trafic international, et ça a des conséquences évidemment sur l'économie mondiale et sur son commerce. J'aimerais comprendre pourquoi la France n'est pas plus active aux côtés des Américains ou des Britanniques ou d'autres militairement, parce que ça a des conséquences pas seulement pour les Américains, les Britanniques, ça a des conséquences pour nous, en Europe, sur le commerce international. Alors, je sais que l'Europe est en train de discuter, il y a une présence française là-bas, mais voilà, moi j'attends de la clarté. Ce qui se joue là-bas a évidemment une énorme importance pour nous. Merci Manuel Valls d'être venu nous voir ce matin. Vous réagissez, 0826 300 300, vous savez comment ça se passe. Alors nous allons aborder plusieurs sujets après les infos de 9h, le prix d'électricité, les manifestations des agriculteurs, et puis cette crise démographique. Nous aurons les chiffres de l'INSEE sur la natalité vers midi, tout à l'heure, mais ils ne sont pas bons. Donc sur ces sujets-là, vous réagissez. Merci 0826 300 300, à tout de suite.